n'as pas pu, tu as commencé à raconter ta désolation là, en toi là. Je vais nettoyer ta désolation. Hé, Kokora ici, regarde-moi bien. Je vais te mettre en caméra, tu vas me regarder. Mais il faut faire la motion, comme ça on avance. Non, non, j'ai fini. Attends, j'ai même ma caméra pour qu'elle me voie. Tu veux faire une motion à Kokora. Ce voyou-là, en 2020, il était dans mon live là-bas sur Facebook. Je lui ai posé une question sur la Constitution, il n'a pas pu me répondre, ce voyou-là. Bon, pose la question devant nous tous là. Devant nous tous ici, devant tout le monde. Oui. Je veux un débat avec toi, en duo. Toi et moi. Test, vidéo à l'appui, preuve contre preuve. Si tu es garçon, devant tout le monde, tu valides ça. On programme ça, on donne la date. Et tout le monde sera là. Je vais t'affronter devant tout le monde. Parce que tu as rencontré des bêtises. Déjà là, pose déjà une question, on va voir déjà. Moi, j'ai dit, parce que la question, il a parlé maintenant, si le Chanel de Yopougon là, il va nous montrer les preuves de ça. Documents, vidéo à l'appui, et est-ce qu'il y a eu un procès concernant celle-ci? Il va me le justifier. Moi, je vais lui montrer les preuves qu'il y a eu un procès. Et quel était le contenu du procès? Lui, il n'a pas ça. Je vais lui envoyer les preuves concernant celle-ci. Maintenant, il rencontre. Quand on... Monsieur, il faut te calmer, on est en train de parler, tu es en train de... parce que le frère Jean-Yves, il faut poser... Non, mais Ahmed, mute-toi, Ahmed. Il faut poser, maintenant, tu as dit motion. Warren devait parler, tu as dit tu veux faire motion. Monsieur le faire la motion, nous sommes ici connectés ici. Devant tout le monde, tu as fait beaucoup de citations. Il y a le frère Soleil qui a pris la parole. Et cette motion que je t'apporte ici, c'est que tu as déclaré dans ta bouche là, le Chanel Yopougon là. Ouvre ta caméra et puis montre-nous les éléments justifiant celle-ci. Voilà ma motion. Si tu n'as pas les dents, il faut fermer ta bouche. Non. Et puis ne viens pas nous raconter ici. Qui prie, il faut qu'on se respecte tranquillement. Qui prie. Voilà, Kokora est monté, il faut qu'on se respecte. Non, attends, le frère Bijou, quand tu lui as donné la parole, tu ne lui as pas mis le chrono. Et nous étions ici, monsieur, il faut couper ton micro là. Pourquoi tu bavardes là? Bon, qui prie, il faut poser la question. C'est quoi la question? Je vais poser la question. On attend la question. Le Chanel de Yopougon là, devant tout le monde, il a qu'à nous montrer, parce qu'il dit les preuves. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Hein. Il a qu'à montrer les preuves ici devant tout le monde que c'est Laurent Gbagbo qui était l'auteur du Chanel de Yopougon. Il a qu'à montrer ça. Ouvre ta caméra, je te mets en grand, tu nous montres tout. Après, moi, je te montre le procès, le contraire de ça. Voilà. Le procès, là. Ouais. Le procès, il y a eu un procès à Paris, ici. Lui, il est cerveau, il ne connaît pas. Bon, on va aller. Bon, laisse, on va lui donner la parole. Il a qu'à montrer ça. Mon ami, il faut fermer ton micro, là. Pourquoi vous êtes comme ça, Ahmed, je vais te descendre, hein. Ahmed, tu te démutes encore, je te descends. Voilà. Bon, maintenant... Moi, je suis venu pour l'affronter, ce monsieur. Bon, maintenant. Attends. Parce qu'on va aller... Moi, tout ce que je te demande, tu as vu Kokora, il est monté, il n'a pas manqué de respect à quelqu'un. Pose ta question, tu n'as pas besoin... Il a traité les Gbagbo de n'importe quoi ici. Et puis tu étais là, tu l'écoutais. Bon, tu as posé la question, ok. Voilà que le frère Soleil a pris la parole pour aller en une contradiction et aller dire de ce faussaire-là. Oui, mais c'est pas encore la prise de parole de Kokora. C'est pour ça que ce que tu m'as demandé comme question que je devais lui poser à Kokora, là, je te l'ai dit. Il a parlé de Chanel Yopougon. Oui. Hein? Il a qu'à montrer les preuves que c'est Laurent Gbagbo qui était l'auteur de ça. Il a qu'à montrer ça devant tout le monde. Tu as parlé aussi du procès. Il y a eu le procès à Paris, ici. Il y avait un procès à Paris. Ce que tu veux savoir sur le procès, c'est quoi? Non, le procès qu'il y a eu à Paris, ici. Ouais. Le journaliste français qui a fait la déclaration concernant le Chanel Yopougon. Oui. Le président Laurent Gbagbo a déposé plainte contre le journaliste français. Il y a eu un procès ici. Il y a eu deux procès qui ont suivi dans un appel. Le premier procès et l'appel que Laurent Gbagbo et Simon Gbagbo ont été relâchés de cette affaire du Chanel Yopougon. Non, mais attends. Moi, je veux pas que tu expliques. On va demander à Kokora. Voilà. Qu'est-ce qu'il sait du procès? Comme ça, il va développer, c'est tout. Oui, mais Kokora, il a qu'à nous dire maintenant, avant que nous parlions du procès là, le Chanel là, il a qu'à nous expliquer, il a qu'à nous montrer les preuves. Kokora, tu as la parole, comme ça, tu réponds à sa préoccupation. D'abord, bon, je ne sais pas pourquoi le gars il est excité. Bon, il faut garder un peu ton calme et puis essayer d'avoir une éducation dans un débat. Pas attaquer les gens et je crois que c'est pas pour ça que tu prends ton temps pour monter sur un panel. Alors d'abord, Bijou, c'est faux. Il n'y a jamais eu de procès en ce qui concerne le Chanel à Paris. Il n'y en a pas.
le monsieur se mélange les pédales puisqu'il est beaucoup excité. Et je comprends, hein, je crois que son niveau n'est pas assez, n'est pas ça, donc je comprends. Il n'y a pas eu de procès en ce qui concerne donc le charnier à Paris. Il y a eu un procès sur une accusation contre Laurent Gbagbo comme étant Laurent Gbagbo et Simone comme étant les responsables des escadrons de la mort. Les escadrons de la mort sont intervenus à partir de 2002. Le charnier, c'était en 2000, précisément le 26 octobre 2000. Après, donc, les élections présidentielles donc, ont suivi des crises où Laurent Gbagbo donc, renverse le général Robert Guéhi à travers la rue et les militaires donc, prennent le pouvoir. Et le 26 octobre, on découvre donc un charnier. Donc le monsieur, il se mélange les pédales. Bon, je comprends, il est trop excité. Donc, voilà. Merci, voilà ce que je tenais à dire. Ou bien, s'il te plaît, j'aimerais qu'il continue là. Il faut ta caméra et puis montre les preuves que le procès qu'il y a eu. Il faut nous montrer ça. Il ne faut pas venir à côté des petits comme ça. Attends. Attends. Ah ouais, la graine. Il a parlé de la graine, encore, la graine. Désolé encore. Hein. Je n'ai même pas encore vu que c'était toi encore. Je reconnais ta voix là. Oui. J'espère que tu vas bien. C'était quoi la question? Ça va. En fait, il a parlé des escadrons de la mort. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis montée. Tout à l'heure, dans son discours, il a dit que Laurent Gbagbo s'est servi de sa milice, les escadrons de la mort. Il a tué des gens. J'aimerais qu'il continue sur le procès des escadrons de la mort. Quelle était la suite? Quel était le verdict, en fait, de ce procès? Laurent Gbagbo est-il l'auteur des escadrons de la mort selon ce procès? Alors, madame, je vais vous répondre. Dans mes propos, je n'ai jamais dit que Laurent Gbagbo a mis en place les escadrons de la mort. Je dis, sous son régime, il y a eu des assassinats dans ce pays. Il n'y a eu aucune enquête. Pour un président responsable, voilà pourquoi je dis, on vient de loin, on a touché le fond. Vous êtes en France. Non, écoutez-moi, mais vous avez posé... Quel est le résultat de l'enquête? Il ne s'agit pas de donner un film. Quel est le résultat de l'enquête? Mais est-ce qu'il y a bien dit, il n'y a pas eu d'enquête, il dit résultat d'enquête. Enfin, le procès, pardon. Le procès qui a eu à Paris. Est-ce que je peux répondre à sa question? Parce qu'à la fin, c'est fatigant, quoi. En fait, la graine, ce qu'on fait, tu poses une question, tu poses bien ta question, et puis laisse-le répondre. Après, si tu veux rajouter une question ou améliorer ta question ou aller plus en profondeur, tu peux le faire. Mais laisse-le au moins y répondre pour les gens qui écoutent. Voilà. Merci. Donc, ce que je dis, il est simple. Je dis, sous Laurent Gbagbo, les opposants qu'on a arrêtés, on les retrouvait morts. L'État n'initiait aucune enquête, ne serait-ce que situer les responsabilités et que les présumés coupables soient présentés devant un tribunal. Donc, nous étions dans un État sauvage. Le président de la République est celui il est le garant de la sécurité des Ivoiriens. Il commande les forces armées, les forces de police et judiciaire, il commande le procureur de la République. Donc quand il y a des assassinats, donc même ciblés, où des opposants sont assassinés, mais il doit mettre en place une enquête, diligenter des enquêtes pour situer les responsabilités. Mais j'ai posé la question suivante. De 2000 jusqu'en 2010, tous les assassinats crapuleux dans notre pays, que ce soit le général Robert Guéhi, que ce soit Kamara H, Dakouri Tablé, que ce soit les étudiants de la FESI tels que Habib Dodo, Kone Kileman, Hervé Kwasi et autres, tous ces jeunes qui ont été assassinés dans notre pays. Mais il n'y a jamais eu d'enquête. Mais pourquoi? Il était à la tête de notre pays, pourquoi? Quelle est la responsabilité d'un chef d'État? Mais c'est d'assurer la sécurité pour tous et de poursuivre les criminels. Mais quand tu ne le fais pas, tu te rends complice. Tu te rends complice et tu es d'accord avec ces assassinats-là. Sinon, un chef d'État normal, il mène des enquêtes pour situer les responsabilités. Des femmes du RDR ont été abusées sexuellement à la police, par les policiers. Mais il n'y a jamais eu d'enquête. Madame Simone Gbagbo, on lui a posé la question sur TV5. Mais elle a dit, ces femmes-là, elles ont cherché le viol. Ça c'est un État. Parce qu'elles n'avaient pas le droit de marcher. Donc, dans votre pays, lorsqu'on n'a pas le droit de marcher, on a le droit donc, de les violer. Voilà l'état dans lequel nous étions. Donc, quand on parle, il faut écouter. Voilà. Avant de réagir, aller dans tous les sens. J'ai dit, sous Laurent Gbagbo, nous n'étions pas dans un état de droit. Parce que dans un état de droit, vous ne pouvez pas éliminer quelqu'un et
ça passe sous silence, par perte et profit. Il n'y a pas de réaction de la part de l'État. Depuis quand tu as vu ça, en France où vous êtes, ou dans les pays développés, on peut assassiner quelqu'un dans la rue, et puis il n'y a pas d'enquête. Aujourd'hui, il faut faire ça en Côte d'Ivoire, tu vas voir. Tous ceux qui, tous ces bandits ou des criminels, donc qui écument nos rues pour s'attaquer donc à l'intégrité physique des Ivoiriens, mais ils sont rapidement rattrapés, soit par des caméras, et ils sont poursuivis, jetés en prison. C'est ça un État sérieux. Mais quelle était la responsabilité de M. Laurent Gbagbo en gérant ce pays? Quelle est la sécurité qu'il garantissait aux Ivoiriens? Tu ne peux pas nous dire que dans ce pays, des crimes, je vais dire, crapuleux ont lieu sur des personnalités importantes et des anonymes, et puis il n'y a rien, il n'y a pas d'enquête. Mais ça veut dire qu'il est complice de ces actes. Si aujourd'hui, sous Alassane Ouattara, il y a une série donc, de meurtres et qu'il ne réagit pas, et que le gouvernement ne réagit pas, le procureur ne réagit pas, mais il se rend complice. Il se rend complice de ces assassinats. C'est de ça que nous parlons. Donc, dès lors que le président de la République ne trouve pas opportun de mener des enquêtes pour arrêter ces voyous, ces bandits, ces criminels, mais il se rend complice et il est responsable. Parce que c'est à lui que le peuple de Côte d'Ivoire a confié donc sa sécurité. Mais quand tu ne le fais pas, mais ça veut dire que tu es complice de l'acte. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit qu'il y a une enquête donc qui a incriminé M. Laurent Gbagbo. Mais j'ai dit sa responsabilité, c'était de protéger les Ivoiriens. On est d'accord que tu ne peux pas protéger les Ivoiriens, même dans leurs chambres ou partout où ils vont. Mais lorsqu'ils sont face à une situation de sécurité ou de criminalité, son devoir, en tant que président de la République, c'est de faire la lumière sur ces actes. A-t-il fait la lumière lorsqu'il était au pouvoir? Donc si tu ne le fais pas, les gens vont t'accuser. Ça veut dire que tu es responsable. Voilà. Ouattara est responsable de la rébellion vu qu'il n'a pas fait d'enquête. Bref, c'est pas ça la question que je t'avais posée. La question que je t'avais posée, c'était de savoir quel était le résultat du procès qu'il y a eu à Paris. Tu as tourné en rond pendant 7 minutes et tu n'as pas répondu. Bon, on va peut-être répondre encore. Parce que, attends, moi je te dis la réponse en fait. C'est plus simple. Tu as dit sur un plateau télé. Tu as dit sur un plateau télé de live TV ou je sais pas quoi là, tu as dit sur un plateau TV qu'il y a eu l'enquête sur les escadrons de la mort et il y a eu le procès sur les escadrons de la mort et le résultat de ce procès, c'est que Laurent Gbagbo a été disculpé de cette enquête. Oui. C'est toi, Kokora, qui l'a dit. Oui, mais donc, je ne nie pas. Ça sert à rien de tourner autour du pot. Maintenant, si le président Laurent Gbagbo a été disculpé, si sa femme a été disculpée, sachant que dans son gouvernement, il y avait aussi le RDR, alors pourquoi ce procès-là n'a, cette situation-là n'a pas eu de suite? Pourquoi l'État qui a une continuité? Pourquoi votre gouvernement n'a pas pris le relais? Pourquoi vous n'avez pas fait l'enquête? Je suis sûre là, tu vas encore reprendre la parole pour parler 7 minutes, alors qu'en 1 minute, tu peux répondre en fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Je te réponds. D'abord, je reprends ce que j'ai dit sur Live TV et j'assume, j'ai dit. Tu vois que je suis honnête. J'ai dit, Laurent Gbagbo a été accusé personnellement comme étant le responsable des escadrons de la mort. J'ai dit, il y a eu une enquête, il y a eu un procès, en France, où le journaliste qui fait les accusations n'a pas rapporté les preuves. Donc Laurent Gbagbo a été disculpé. Kokora, tu mens. Kokora, tu mens. Moi-même, j'ai fait une vidéo qui a plus de 200 000 vues avec ce que tu as dit. Ah, t'es un menteur. Tu mens. C'est pas ce que tu as dit. Tu mens. C'est pas ça l'enquête. Arrête. C'est pas ça les résultats du procès. Tu mens. Mais le rapport du procès. Il y a eu 2 procès de suite. Le premier procès, il y a eu appel. Tu as le rapport. Il y a l'appel là. C'est la raison qui est donnée. Moi, je vais t'affronter sur ça. C'est quoi le rapport du procès? Tu sais, le rapport du procès, le journaliste qui a fait cette déclaration concernant le Channel de Yopougon déjà, à Paris, dans la première chambre. Donc c'est le Channel, alors que tu disais que c'était le Channel. Monsieur, moi je n'étais pas de Channel Yopougon. C'est là que toi tu es venu d'abord. Maintenant ce que toi tu as dit tout à l'heure là, concernant l'escadron de la mort là, tu vas nous donner les preuves de ça. C'est toi qui as parlé, c'est pas moi. Monsieur,
Monsieur Kokora. C'est toi qui as parlé de ça. Est-ce que je peux Bon, dire attends, je comprends pas. On parle de charnier, on parle d'autres choses. Non, parce que Kokora a parlé de deux choses. Non, mais est-ce qu'on peut rester sur le débat où il était avec la graine? Oui, mais c'est ça. C'est le charnier de Yopougon, là. Oui. Tu as le rapport ou pas? C'est ça qui... Oui, il y a le rapport. C'est ça qui a eu à Paris ici. Si quelqu'un peut aller de la mort, là. En fait. Récemment, j'ai fait une vidéo. Regarde, dans le rapport final de la CBDR. Attends, vous êtes deux à parler. Vous êtes deux à parler. Il faut qu'on écoute. La graine, si tu as le rapport, tu peux le mettre, tu le lis. Comme ça, on pose la question, c'est tout. Kokora, il est dans le gouvernement là-bas. Non, si tu as le rapport. Moi, je te parle pas de Kokora. Il y a 700 et quelques personnes qui écoutent. Moi, c'est de eux que moi, je te parle. Est-ce que si tu as le rapport, on peut faire simple? Tu le lis, les gens vont écouter, puis Kokora va... Le rapport fait plus de 156 pages. Il faut lire la conclusion. Il faut lire la conclusion. La conclusion, c'est que je tente de résumer ici dans sa conclusion. Non, il faut lire. Monsieur, il faut te calmer d'abord. Moi, j'ai lu, je te fais la conclusion orale. Maintenant, que tu serais un homme là. Moi, je vais ça devant toi, mais tu vas lire. Mais il faut qu'à couper son micro, frère. Pourquoi tu veux donner la parole? Nous, on parle. Tu vois, les gens, monsieur, faut pas m'insulter. Moi, je t'insulte pas. Tu comprends, monsieur Ahmed? Faut me respecter. Ok? Moi, je suis en train de parler de monsieur Kokora. Le débat en arrière, tu ramènes le débat en arrière, tu rabaisses le niveau du débat. J'ai ta pensée, monsieur, j'ai ma liberté d'expression. Quand j'ai ma parole, je m'exprime comme je veux. Ferme-la, monsieur, ferme-la, ferme-la, ferme-la. Jusqu'à ce que tu ouvres ton micro, le débat... Mais mon frère, faut qu'à la fermer. Toi, tu es qui? Bon, tu sais dans le rapport. Qui prêt? Si tu as le rapport, dis-nous le rapport, on va gagner du temps. C'est ce que je t'ai dit. Je suis en train de faire la conversation. Là, il gens, il ouvre son micro à chaque fois pour intervenir dans ce que je dis. Ahmed, mute-toi, s'il te plaît. Le journaliste qui a fait cette déclaration, il y a eu le couple Gbagbo, en ce temps-là, ont déposé plainte à Paris contre le journaliste. Il y a eu un procès. Dans ce procès-là, ils ont donné raison aux journalistes dans la première chambre d'instance. Dans cette première chambre d'instance-là, il y a eu appel de cette décision-là, qui est passée maintenant devant la cour d'appel. À Paris, 4e arrondissement. Dans le tribunal de 4e arrondissement, dans l'appel, on va maintenant relater qu'il y avait un vice de procédure qui n'était pas dans les normes à travers la première chambre d'instance. Et maintenant, on va donner raison à Simon Gbagbo et Laurent Gbagbo qu'ils ne sont pas responsables du charnier de Yopougon. Voilà. Maintenant, l'escadron de la mort que M. Kokora Nzi est en train de déclarer ici, c'est à lui de nous envoyer les preuves. Parce que ça s'est passé, pas passé en France, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut nous montrer ça. Les conclusions de ça. Au tribunal de plateau, là. L'affaire de escadron de la mort, là. Quand vous avez arrêté les gens, là, pour les accuser à tort, là. Affaire de Guy Robert, là. Vous avez mis Afin Guessan sur le dos dessus. Donne-nous le contenu de ça. Dans la même procédure à Bigan, là-bas, là. Afin Guessan a été relâché de cette affaire de Guy Robert, là. Et que vous êtes en train de dire que c'est Laurent Gbagbo, là. Montre-moi les déclarations et les écrits de ça. Et puis, on va avancer. Quand je t'ai demandé tout à l'heure, quand j'ai ouvert mon micro, j'ai dit, Kokora Nzi, moi, je vais t'affronter dans un débat public. Dieu, toi et moi. Document contre document. Écoute, auditif, vidéo à l'appui. Tout ce que tu veux, on va faire ça. J'ai dit, tu vas me fuir, toi. Parce que tu bavardes. Pour rien dire. Moi, je vais t'affronter à travers des écrits, des textes. Tu vas la lire sur toi-même avec tes propres yeux. Et que ça va sortir de ta propre bouche. C'est pas moi qui vais la lire pour toi, c'est toi. Je la mets ça pour toi, tu vas la lire. Voilà. Et puis maintenant, on va condamner le chemin. Tu vois, le frère Bisou, ce que je voulais conclure ici, c'est que Laurent Gbagbo a été relâché de cette affaire-là. Maintenant, Kokora, lui, à chaque fois, il est là. Gbagbo a fait Chanel de Yopougon. Toi, tu étais là, monsieur. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand Guy Robert ne veut pas laisser le pouvoir. Bon, du mon 23 frère, au 24. Il faut quand même que la parole revienne à Kokora. C'était une motion. Le 24. Parce qu'il échangeait avec la graine qui a coupé pour parler. Donc, au 25 ans, il y a eu la crise, la nuit, les jours qui ont suivi jusqu'au 26. Le 27 au 28. Qui envoyait la violence dans la capitale? C'était vous. Des femmes montées. VUL. Au plateau. J'y étais. J'étais témoin. Tu vas là, c'est Kokora, tu vois comme tu es en Côte d'Ivoire là. Pour ne pas dire que je te mens là. Tu vas à l'école de police là.
à Cocody là, vers dessus là, va là-bas. J'ai mon nom. Si les gens sont vraiment dans les registres là, j'ai mon nom qui est inscrit là-bas. Tu comprends? On a vu, on a constaté les choses. Faut pas venir raconter des choses aux gens ici, hein. Si tu es là, comme tu as compris, il faut demander le sergent Mondon. Bon. Je te donne le nom. Sergent Mondon. Il va te parler. S'il te plaît, attends ton tour de parole, parce que finalement, attends ton tour de parole, tu vas parler. La graine, est-ce que tu avais fini tes questions avec Kokora? Non, j'avais pas fini. Voilà. Donc, finis tes questions, il va répondre. On va passer à Warren pour revenir, pour qu'on avance. Il y a des gens qui attendent là. Il y a aussi Zarathustra qui est monté, il y a du monde. Non, vas-y. Oui, merci. Donc, dans l'extrait là que j'ai pris pour faire une vidéo, Kokora nous indiquait bien que Laurent Gbagbo a été disculpé de l'affaire des escadrons de la mort. Maintenant, après ce procès-là, Ouattara a pris le pouvoir. Donc, pourquoi il n'a pas cherché qui était à l'origine des escadrons de la mort? Kokora aussi a dit, dans son argumentaire tout à l'heure, que Laurent Gbagbo a été incapable de sécuriser le pays. Il a justifié, par ses dires, il a justifié la rébellion, il a justifié ce désordre il appelait désordre, hein, ce qu'ils ont semé, eux, RDR en Côte d'Ivoire. Il a justifié ce désordre-là par le fait que le président Laurent Gbagbo était incapable de sécuriser le pays. Ok. Le président Laurent Gbagbo était incapable. Mais moi, j'ai une question pour Kokora. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Parce que Kokora nous a dit que le président Laurent Gbagbo a tué 200 personnes qui sont sorties marcher. Il a tué le charnier de je ne sais quoi et tout. Donc, s'il déplore ses morts, alors il aurait voulu que le président Laurent Gbagbo mate Alassane Ouattara, que le président Laurent Gbagbo mate Soro Guillaume, qu'il mate tout le gouvernement. Et d'ailleurs, le vice-président qui était à la tête de la rébellion, il aurait voulu que toutes ces personnes-là soient mortes aujourd'hui. Ces personnes qui lui donnent à manger aujourd'hui, là, il aurait voulu que le président Laurent Gbagbo les élimine. Si aujourd'hui, ils se souviennent du charnier de Yopougon, ils se souviennent des 200 personnes qui sont décédées, alors à combien plus forte raison si le président Laurent Gbagbo avait maté toute la rébellion avec toutes les têtes qui sont dans la rébellion, qui sont aujourd'hui dans le gouvernement. Quelle aurait été la répercussion de ça aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui Kokora nous veut bien nous confirmer ici que Laurent Gbagbo aurait dû les mater? Moi, c'est ça ma question en fait. Il aurait dû les mater, c'est ça son erreur? C'est ça ma question. Merci, c'est la même question que moi-même je pose toujours. Kokora, tu peux répondre maintenant, comme ça au moins on avance. Non, c'est des questions très intéressantes. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que l'autre a fait tout à l'heure. Alors, madame, première chose, vous devez comprendre qu'une rébellion, elle se mate. Une rébellion, il faut écouter ce que je dis. Un gouvernement qui n'arrive pas à mater une rébellion, c'est un échec. Il a montré son incapacité. Et Laurent Gbagbo même a dit à Paris, je n'ai pas gagné la guerre, donc je fais des compromis. Il dit, je vais dire aux Ivoiriens que Makoussi est un accord, est un remède qui est amer, mais il faut l'avaler parce que je n'ai pas gagné la guerre. Donc, chère madame, c'est pas par faute d'avoir essayé de mater la rébellion que Laurent Gbagbo a signé ces accords. Et si vous regardez la chronologie des faits, lorsque Gbagbo rentre d'Italie, il fait un discours où il dit, celui qui brandit l'épée, il brandit l'épée. Et qu'il engage la guerre contre la rébellion. Et suite à cela, effectivement, il fait partir son armée à Bouaké. Rappelez-vous de cette période-là. L'armée rentre effectivement à Bouaké, sauf qu'elle échoue. Et tous ceux qu'il a envoyés là-bas sont restés à Bouaké. Donc il a essayé. Et les zones CNO ont été déclarées zones de guerre, madame. Je ne sais pas quel âge vous aviez à l'époque, mais il faut demander à vos gars. Ils vont t'expliquer cette période. Et on a même parlé d'efforts de guerre. Ça veut dire que Laurent Gbagbo a décidé de mater la rébellion. Sauf qu'il a échoué. Il a montré son incapacité à détruire la rébellion. Si on te dit que dans un pays, un chef d'État refuse de mater la rébellion, une rébellion, mais
C'est que moi, je n'ai jamais vu un pouvoir qui est attaqué, le pays est attaqué parce que la responsabilité d'un chef d'État, lorsqu'il prête serment, il dit, article 58, je jure sur la Constitution de remplir fidèlement ma mission, de protéger la Constitution et de garantir l'intégrité du territoire. C'est un serment qu'on prête sur la Constitution. Donc, ce n'est pas du jeu. On ne joue pas, un État ne négocie pas sa sécurité. Un État ne négocie pas son territoire. Voilà pourquoi le peuple vous donne tous les moyens qu'il faut. On vous donne l'armée, on vous donne même un régime hyper présidentialiste pour vous permettre donc d'assurer la sécurité du pays. Quand il a failli, Gbagbo a échoué. Et d'ailleurs, rappelez-vous en 2004, novembre 2004, au moment où il a eu le temps de se surarmer, il décide de mater la rébellion. Sauf que ils font une bêtise, ils attaquent un camp français à Bouaké et la France décide de détruire tous ses avions. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas réussi à chasser Guillaume Soro et il est obligé de travailler avec lui. C'est un échec. Il a tenté de mater, il n'a pas réussi. Et ça, c'est ce que tu dois retenir. Tu me demandes pourquoi Alassane Ouattara n'a pas fait la lumière sur un certain nombre de crimes commis sous la gouvernance de Laurent Gbagbo. Mais madame, avant de poser cette question, pourquoi tu ne te poses pas la question sur le manque d'enquête pendant 10 ans au moment où Gbagbo était au pouvoir? Les crimes commis là, c'est à Abidjan, c'est pas à Bouaké, ni à Korogo. Mais à Abidjan, là, il y avait un procureur qui arrêtait des gens. Il a arrêté Assali Timoko pour l'avoir critiqué. Donc ça veut dire que s'il y a des crimes commis en Côte d'Ivoire, surtout dans la zone gouvernementale et principalement dans la capitale, sa responsabilité c'était de conduire des enquêtes. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Il faut d'abord te poser cette question avant de maintenant d'interroger Alassane Ouattara. Pourquoi il est venu et n'a pas fait d'enquête là-dessus? Et si tu réponds à cette question, après tu seras vraiment en droit de me poser la question. Mais toi-même, ton gouvernement, donc à qui le peuple de Côte d'Ivoire a donné l'argent, a donné les moyens de se choisir un procureur, une police qu'on recrute, la PJ existait, et puis il y a des crimes en Abidjan, dans la capitale, et puis il n'y a pas d'enquête. Mais ça devait te peiner, madame. Si vous êtes honnête, je suppose que vous êtes honnête, mais ça devrait vous peiner. Es-tu à l'aise que dans un pays où tu vis, il y a des gens qui sont assassinés dans ton environnement et puis l'État ferme les yeux là-dessus? Serais-tu heureuse de vivre dans un tel pays? Je n'imagine pas, madame. Parce que vous aimez vos enfants, vous aimez les siens, et donc vous ne pouvez jamais accepter que cela se produise. Donc autant vous ne pouvez pas accepter que vos parents, vos amis soient inquiétés là où vous vivez, mais autant il faut se poser la question pourquoi Laurent Gbagbo a laissé faire. Voilà pourquoi j'ai dit, et je répète, pour ce que j'ai dit, et je n'ai jamais dit que Laurent Gbagbo a donné l'ordre ou a pris fusil pour aller éliminer quelqu'un. J'ai dit, sous sa gouvernance, voilà les pratiques donc connues. Et le président de la République n'a pas daigné lever le petit doigt. Il s'est rendu complice du malheur de certains Ivoiriens. Et ça, il doit l'assumer jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce que nous disons. Et je répète encore, madame, quand tout à l'heure tu as dit Kokora c'est un menteur, j'ai dit quoi de mensonge? J'ai dit, je répète ce qu'il a dit sur Live TV. J'ai dit, Gbagbo, un journaliste l'a accusé, le journal Le Monde l'a accusé, lui et sa femme, comme étant les responsables donc des escadrons de la mort. Ils ont porté plainte, Gbagbo a porté plainte en France et ils ont gagné leur procès. Donc si on prenait les propos des journaux donc pour définir une enquête ou bien établir la culpabilité des gens, Laurent Gbagbo serait condamné comme responsable des escadrons de la mort. Donc c'est l'analyse que je faisais. Donc je répète encore. Et il faut plus les associer à cette histoire d'escadron de la mort. Point barre. Vous dites si ils ont été disculpés, ça veut dire qu'ils sont innocents de mais je n'ai pas dit qu'ils sont d'escadron de la mort. Est-ce que quand on parle, vous écoutez? Vraiment, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas. Hein. Non, quand tu as fait ton discours, premièrement, tu l'as accusé d'avoir été à la base des escadrons de la mort. C'est pour ça que je suis monté. Son micro, parce que le débat il devient vraiment cacophonique. Voilà, alors qu'on a 700 personnes. Voilà. Donc, je ne peux pas avoir dit sur Live TV, devant les Ivoiriens, qu'un procès a disculpé Gbagbo et puis venir dire ici, qu'il est responsable. Bon, ça n'a pas de sens. Mais on te connaît pour le grain, Kokora.
Bon, il y a ça, c'est ton problème. Voilà, moi je vous ai respecté. Vraiment, prenez le temps aussi de me respecter. Ça, c'est la bonne éducation dans un débat. Donc, Bijou, est-ce qu'elle peut fermer son micro ou bien moi je les laisse faire leur débat et puis je m'en vais. Voilà. La grève, s'il te plaît, pardon, 1000 fois pardon. Quand tu parles, lui te coupe pas. Moi, tout ce que je te demande, c'est de faire pareil. Voilà, parce que c'est pas parce qu'il dit une chose qui te donne une idée que forcément, il faut que tu te démutes pour parler. Moi, je te demande encore 1000 fois pardon. Faut le laisser, il va parler. Voilà, tu as quelque chose à rajouter. Tout à l'heure, voilà, les autres, ils attendent de parler, ça fait des heures. Donc, il faut qu'on gagne du temps, on avance. Donc, laisse-le, tu as posé des questions, laisse-le, il va répondre pour les gens qui écoutent. Moi, c'est même pas pour toi, c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui écoutent. Merci beaucoup. Voilà, donc, je ne vais même pas durer parce que j'ai suffisamment élaboré. Donc, madame, j'ai dit une chose, j'ai dit et je répète, Laurent Gbagbo n'est pas le responsable des escadrons de la mort. Mais à partir du moment où le chef de l'État, garant de la sécurité des individus, des citoyens, n'a pas daigné lever le petit doigt pour mener des enquêtes, ne serait-ce que pour éclairer et faire la lumière sur ces crimes en Abidjan, il est le responsable. C'est ce que j'ai dit. C'est un chef d'État. Et si tu ne sais pas le rôle d'un chef d'État, madame, je vous ramène à la constitution de notre pays. Pour savoir le rôle d'un chef d'État, qui n'est pas à la tête du pays seulement pour boire ou bien vivre jouir donc des privilèges du pouvoir, mais il est là pour la sécurité des Ivoiriens, de son peuple. Donc quand il n'a pas réussi cette mission, mais il était là pourquoi, madame? Si n'importe qui peut rentrer à Abidjan pour tuer des gens, toi tu penses que c'est sérieux ça? C'est sérieux? Là où tu vis là, je l'ai dit, tes enfants, si tu n'es pas sûr de leur sécurité, tu vas aller vivre là-bas? Mais il faut que la police assure votre sécurité. Et que s'il y a des choses qui arrivent, mais il faut que la police fasse la lumière. Il y a un procureur, il est payé pour ça. Alors pourquoi il ne l'a pas fait? C'est un manque de responsabilité. Voilà, donc Gbagbo a montré qu'il n'a pas gouverné un pays. Et ça, tout le monde le sait. La Côte d'Ivoire était devenue infréquentable. Personne ne voulait venir dans notre pays parce que c'était du tout et du n'importe quoi. Dans un pays où des étudiants se font assassiner, où se trouve Habib Dodo, savez-vous pourquoi il est mort? Ben parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Hervé Kouassi est mort, mais il n'y a pas eu d'enquête. Je peux vous citer une kyrielle de personnes donc, qui ont été éliminées sous Laurent Gbagbo où il n'y a pas eu d'enquête. Tu trouves normal que le général Robert Gueye, chef d'État, donc ancien chef d'État, ait assassiné lui et sa femme, et puis il n'y a aucune enquête. Tu trouves ça normal? Mais attends, et vous, non, c'est le pauvre Alassane, tu dois faire la lumière sur tout ce qui s'est passé derrière lui. Donc il n'y a pas eu de gouvernement avant lui alors. Il n'y a pas eu d'État avant lui. Mais soyez responsables. Vous pensez qu'il va passer son temps à mener des enquêtes sur, même jusque sur le charnier de, comment on appelle la rébellion, comment on appelle des Guébiens. Il va mener des enquêtes sur la mort de comment il s'appelle, Boka NS et tout ça. Mais il va passer son temps à mener des enquêtes, puisqu'il va mener des enquêtes sur le coup d'État, sur la rébellion. Alors que vous étiez là, vous n'avez mené aucune enquête. Mais vous étiez là, c'était pourquoi? C'était pour chercher les petites filles et aller à la rue Précède. Il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens. Gbagbo était le chef de l'État. Et ça, vous devez l'admettre. À partir du moment où celui qui signait les décrets, celui qui avait la responsabilité de faire la lumière sur les crimes intervenus sous sa gouvernance, sous Alassane Ouattara, s'il y a des crimes, il a l'obligation de faire la lumière. S'il laisse ces choses en état, il se rend complice. Et celui qui va venir après n'est pas responsable. Il n'est pas obligé de mener des enquêtes. Vous savez combien coûtent des enquêtes? Et puis, lorsque des crimes se sont produits, il y a 10 ans, 15 ans, vous pensez que les indices n'ont pas disparu? Ou il y a même des témoins qui sont morts? Mais ça devient difficile. Mais au moment où le crime est commis, mais c'est là où on peut avoir des indices concordants pour arrêter des gens. Vous pensez que c'est facile? Donc vraiment, il faut arrêter ce raccourci-là. Vous avez un chef d'État qui a failli donc à sa mission, qui n'avait pas un sens élevé de sa responsabilité, de sa mission, et qui a échoué sur toute la ligne. Quand arrivé, tu te répètes, ça fait près de 1 heure de temps, tu parles. La répétition est pédagogique pour que tu puisses intégrer ça dans ton esprit. Ça aussi, c'est important. Et donc, pour terminer, nous disons que Laurent Gbagbo n'a pas été le chef d'État que les Ivoiriens ont souhaité. Parce que sous lui, les centaines de personnes exécutées n'ont pas eu la chance d'avoir un procès ou que la lumière soit faite. La mère du président Ouattara a été déterrée de sa tombe quelques jours après son enterrement. Il n'y a eu aucune enquête, ne serait-ce que pour arrêter ces criminels-là. Mais dans quel pays nous trouvions? Il faut arrêter. Même pas un début d'enquête sur un seul crime.
Lui-même, son propre frère, Dakouri Benoît, médecin de son état. Vous allez abréger pour que d'autres prennent la parole, s'il vous plaît. Un médecin pris dans sa clinique. Monsieur Kokora. Non, c'est... Vous avez dépassé les limites, les minutes. Il faut que vous fermez votre micro pour que vous parlez. Ne soyez pas excité pour rien. Non, je suis le moteur. Monsieur Kokora, pour que quelqu'un... Laisse-le pas chuter, Soleil, laisse-le pas chuter. Laisse-le pas chuter. Vas-y. Donc, je termine pour dire que nos amis Go doivent comprendre que Laurent Gbagbo était tout sauf un chef d'État responsable. Et les preuves sur la bonne. Si tu estimes qu'Alassane Ouattara était l'initiateur de cette rébellion, mais un chef d'État sérieux, il le met aux arrêts immédiatement. Aujourd'hui, il faut commettre des bêtises en Côte d'Ivoire. Tu vas voir, si on te soupçonne, on t'arrête. D'accord, c'est en prison aujourd'hui. Parce qu'on le soupçonne d'avoir fait des choses. Mais on ne va pas l'éliminer. Il sera présenté devant un tribunal. Donc si vous estimez qu'Alassane Ouattara était l'initiateur de qu'on appelle de cette rébellion, mais il était à Abidjan tout le temps. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Mais ça veut dire qu'il a manqué à il a failli à sa mission. Moi, il ne peut pas être chef d'État. Tu vas initier une rébellion contre moi, et puis tu es assis à Abidjan, moi je te regarde dans les yeux, et puis je suis là, il fait des déclarations. Mais il faut comprendre que Laurent Gbagbo n'était pas un chef de quartier, mais il était le chef de l'État. Et sa responsabilité était énorme. Donc, tous ceux, que ce soit hommes politiques ou citoyens lambda, qui étaient capables de commettre des bêtises et mettre la sécurité des Ivoiriens en danger, Laurent Gbagbo avait le pouvoir et l'autorité donc de les interpeller et les présenter devant un tribunal. C'est ce que nous lui reprochons. Dès lors qu'il ne l'a pas fait, il s'est rendu complice d'assassinats et de malheurs de milliers d'Ivoiriens. Et si vous avez compris ça, je crois que le débat, il peut avancer. Merci infiniment. On va t'écouter. Excusez-moi les autres. Zarava, Soleil, il faut te calmer. Tu avais dit que l'exorciste attend, s'il te plaît, parce qu'il m'a appelé pour que le frère... Voilà. Zara, est-ce que tu peux rebondir? Ouais, je vais... C'est Soleil qui dirige le panel maintenant. Je pensais que c'était à moi d'intervenir. Ahmed, ce n'était pas à toi, Ahmed. L'exorciste attend 2 secondes, s'il te plaît. Laisse, il va parler, Zara. Je vais descendre pour mettre le téléphone en charge. Ah. Ouais. Mais quoi, tu es obligé de descendre pour mettre le téléphone en charge? Ouais, il y a de descendre parce que j'aime pas ça, j'aime pas. Il y a trop de désordre sur ce panel ce soir là. J'aime pas. Écoute, faut rester, tu vas parler, faut rester. Vas-y, Zaratou, comme ça on gagne du temps, vas-y. La graine, elle est toujours là, tant mieux, merci. Bijou d'Afrique, je te dis bonsoir, je salue tous ceux qui sont sur ce panel-là. Vous voyez, l'heure est grave. En Côte d'Ivoire, l'heure est grave. Et nous devons nous concentrer sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors, les questions qui sont posées, les positions des révisionnistes comme les Kokora, moi je pense que ce sont des choses pour nous retarder, c'est pour en fait nous distraire, nous déconcentrer. Et ils viennent sur ce genre de panel-là, tantôt pour décourager les gens, enfin pour distraire les gens, mais aussi pour savoir ce qu'on prépare et ce qu'on veut faire. Ils croient que nous, on va venir leur dire sur les panels ce qui se prépare, ce qui va se faire. Donc c'est pourquoi ils sont là pour écouter, ils veulent écouter aux portes. Ils ne sauront rien. Voilà. Mais là, les questions qu'ils posent, moi, franchement, j'avais voulu même ne pas répondre à ces questions qu'ils posent là. Tu vois, la question de la responsabilité, le président Laurent Gbagbo n'a pas été le président qu'il fallait aux Ivoiriens, tout ça, et que parce qu'il n'a pas maté la rébellion. Mais la rébellion là, qui était dans la rébellion? Mais ce sont les mêmes gars de la rébellion, les chefs rebelles là, ce sont eux qui sont aujourd'hui les chefs de l'armée ivoirienne. Les chefs de l'armée ivoirienne, là, ce sont les chefs de la rébellion, là. C'est eux qui sont aujourd'hui les chefs de l'armée ivoirienne, les chefs de la rébellion. Là-bas. Et donc, j'entends Kokora me dire que il est peiné parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas exterminé ceux qui font l'armée de son chef aujourd'hui. Mais c'est une curieuse façon de penser. Alors que il n'a même pas de remords sur le massacre que ces personnes ont eu à faire sur la population ivoirienne. Mais il est content de vivre, il est content de quitter les États-Unis d'Amérique, venir en Côte d'Ivoire
jouit du pouvoir du régime d'Alassane Ouattara qui a été installé par ces rebelles-là. Mais franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Donc, on ne comprend pas. Il nous dit que oui, pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas fait d'enquête sur les différents cas qu'il a cités, tout ça, pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas fait les enquêtes là-dessus. Mais à partir du moment où tu décides de discuter avec un adversaire ou bien un belligérant ou bien en fait un protagoniste, tu décides de discuter avec lui. Tu décides de partir dans une belligérance. Surtout que cet adversaire-là, il est soutenu par la France. On le savait depuis le début, que c'était la France qui était en sommet de cette rébellion. On n'avait pas la possibilité de se mettre face à la France. On a décidé de discuter, de négocier. Et toi, je ne sais pas comment tu réfléchis, je ne sais pas comment tu portes ta réflexion, mais tu nous dis que non, les gens qui sont venus nous attaquer là, il fallait qu'on fasse une enquête et puis qu'on mette fin à la négociation. Non, ça manque de logique, ça manque de cohérence ce que tu dis. Ça manque de cohérence. On a décidé de négocier le sacrifice qu'il faut faire pour que la négociation puisse aboutir, mais c'est mettre en parenthèse les enquêtes. Mais tout en sachant que les crimes sont imprescriptibles. Donc, tout ce qui a trait au crime, mais vont se faire, les enquêtes vont se faire sur ces questions-là, mais quel que soit le temps que ça prendra. Voilà. Mais on ne pouvait pas être dans une situation de belligérance et puis faire des enquêtes sur ceux qui sont les protagonistes. On ne peut pas le faire, ça manque de logique. Donc, il faut vraiment revoir les cases dans lesquelles tu t'assois pour réfléchir, mais je pense que ces cases-là ont besoin d'être nettoyées. Et tu dis oui, le président Laurent Gbagbo, à son temps, il y a eu des crimes. Mais qui faisait ces crimes-là? Aujourd'hui, on a vu que le mode opératoire de ce que vous appeliez les escadrons de la mort, leur mode opératoire avec le mode opératoire de vous encagoulés, c'est la même chose. Si on fait le rapprochement, c'est que les encagoulés, mais c'est eux qui étaient les escadrons de la mort, c'était eux. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Et donc, si on part de cette hypothèse-là, et que on ramène la question du Camara H, la question du docteur Dakouri qui a été donc qui a par chose, mais c'est vous avez utilisé ces personnes-là comme des sacrifices. Vous les avez sacrifiés pour pouvoir avoir un alibi, pour pouvoir avoir des arguments. La preuve, vous avez fait... Alors, eux, ils ont été sacrifiés en chair et en os, mais vous avez même utilisé une stratégie cinématographique pour le sacrifice de cette femme à Abobo. C'est votre modus operandi, c'est votre façon d'opérer. D'accord? Donc, qui avait intérêt à mettre fin à la vie de Camara H? En quoi est-ce que Camara H nous gênait? Il y avait Soro Guillaume qui était là, il y avait Alassane Ouattara qui était là. Si on ne veut pas attenter à la vie d'Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'on avait à faire à mettre fin à la vie de Camara H, un comédien? Qu'est-ce que ça nous coûtait? Mais vous avez voulu utiliser la mort de ce monsieur-là, vous lui avez donné la mort et vouloir porter le chapeau de sa mort au président Laurent Gbagbo, comme vous l'avez fait pour Guy-André Kiffé. Il est de notoriété publique que Guy-André Kiffé et le professeur Lamblin, mais c'est vous qui avez mis fin à leur vie pour pouvoir révolter la communauté internationale. Donc, vous ne pouvez pas venir faire une leçon de... Mais vous n'avez aucune morale, donc vous ne pouvez pas faire des leçons de morale au régime du président Laurent Gbagbo qui dirigeait le pays tranquillement et après 1 an, 10 mois, vous êtes venu mettre fin à un régime qui ne vous avait rien fait de grave. Un régime dans lequel on vous a invité même à participer, vous avez refusé. On a fait un forum de réconciliation pour pouvoir apaiser les choses. Mais comme vous aviez votre intention mortifère de mettre la Côte d'Ivoire en pièces découpées, vous avez fait la rébellion. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que c'est Alassane Ouattara qui était le parrain de la rébellion. Kone Zakaria l'a dit. Vous n'avez pas démenti. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez.
Mais vous êtes des rebelles, vous êtes des gens de la violence, vous avez toujours été caractérisés par la violence. Donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le temps a changé. Et que le président Laurent Gbagbo, il est en Côte d'Ivoire. Et que ce que vous avez fait là, l'injustice que vous lui avez faite en rejetant sa candidature à l'élection présidentielle, en rejetant la candidature d'étudiant à l'élection présidentielle et celle de Afin Guessan, c'est une injustice qui ne restera pas impunie. Et ça, tenez cela pour dire, c'est une injustice qui ne restera pas impunie. Et vous allez voir que ça ne restera pas impuni. Et adviendra que pourra. Parce qu'on a toujours porté le manteau de ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment leur pays et qui n'ont pas envie de mettre la Côte d'Ivoire en feu et à sang. Mais pour cette fois-ci-là, puisque c'est ce que vous voulez, on va vous donner ce que vous voulez. Et adviendra que pourra. Mais je vais te dire quelque chose, Kokora. J'ai appris que tu as déjà obtenu ton passeport diplomatique. Je te donne un petit conseil, je suis ton grand frère, tu le sais très bien. Je te donne un petit conseil. À partir de la fin de ce mois-là, tu peux prendre comme tu l'as fait la fois dernière, tu es allé à Dakar, là. Il y a 2 semaines, tu étais à Dakar, là. Tu peux partir à Dakar. Va à Dakar, et puis de Dakar, tu verras dans les semaines qui viennent, tu vas chercher un point de chute où tu vas demander un asile politique. Tu as la chance d'être venu, d'avoir pris le passeport diplomatique. Il faut y aller. Mais parce que tu ne vas pas échapper. Quand tu seras en Côte d'Ivoire, que ça va se passer, tu ne vas pas échapper. Parce que vous êtes ceux qui ont porté le couteau dans le ventre de la mère patrie. Vous avez participé à ça. Toi, de ton jeune âge, tu as préféré vendre ton pays. Tu as préféré être un vendu, un collaborateur à la destruction de ton pays. On ne va pas te pardonner ça. Tu subiras le même sort que les collabos ont subi pendant la résistance en France. Tu subiras ce sort-là. Il y a toi et tes camarades là, que vous vous connaissez, vous savez ce que vous faites. Mais vous ne serez pas pardonné. Et si tu appelles ça des menaces, mais ce sont des menaces. Mais on ne va pas vous faire cadeau. Tu peux piailler, tu peux venir dire n'importe quoi sur les réseaux, tu peux venir narguer les gens, mais sache que tu ne seras pas pardonné. Et moi, comme je t'aime, et tu sais très bien que je t'aime, je te préviens et je te demande de partir. Et je te montre déjà où tu peux partir. Va au Sénégal. Va te cacher au Sénégal. À partir du 30, va au Sénégal. Je te le dis, mais en toute fraternité, quoi. Mais je te le fais par charité chrétienne. Va au Sénégal, va te mettre à l'abri. Parce que tu fais partie de ceux qu'on ne va pas rater. Oui. Vous qui n'avez pas eu pitié, vous qui êtes venus vivre, manger, boire, jouir sur les pleurs des Ivoiriens, vous ne serez pas tolérés. On va tenir ce langage de franchise avec vous. Pour vous que nous aimons encore. Surtout toi. Moi, je te le dis parce que je t'ai dit, je t'aime sincèrement. Tu es mon petit frère, je t'apprécie bien. Je te le dis pour que tu prennes tes dispositions. Parce que quand ça va sonner, si tu restes en Côte d'Ivoire que ça sonne, tu seras l'une des victimes. Je dis ça et je ne dis plus rien. Je vous remercie. La parole va aller revenir à Warren. Warren est là ou pas? Warren. Bon, Warren est parti. Je sais, je viens de dire que il allait me faire, il a demandé qu'on m'enregistre, il allait faire. Mais moi, je m'en fous, hein. Que je sois enregistré, envoyer ça à PPLC, je m'en fous, hein. Mais franchement, je m'en fous. Tu sais, mon prochain nom, tu sais comment on va m'appeler la prochaine fois? Je m'appellerai Jean Cavaillès. Je m'appellerai Jean Cavaillès. Je m'en fous, mais éperdument, quoi. La PPLC, là, je prends ça et puis je mets ça là où tu veux. Ok, Soleil, il faut donner à l'exorciste. Comme Warren n'est pas là, comme ça... Il t'envoie un message, il faut le dire ça. Et tu peux... Celui dont tu parles, tu peux le donner la parole. Moi, il donnerait la parole à autre personne. Tu peux m'attaquer comme ça et puis ne pas me laisser le temps de répondre. Hein? Non, monsieur Kokora, votre micro, s'il vous plaît. Kokora, laisse le jeune, il va parler, tu vas parler. Kokora, votre micro. Tu vas parler. C'est pas sur ici, hein. C'est pas sur la ITV, hein. Je vois mon message, s'il te plaît. Laissez-le. Exorciste, vas-y. Et comme ça, Kokora, tu parles après. C'est qui est parti, là? C'est Graine qui est parti, elle va revenir, t'inquiète. Ah, Graine, il faut revenir, hein, tu parles bien, moi je t'aime bien. Il y a la Djadja, il y a les, je sais pas si... Comme la Djadja, elle est PDCI.
Ouais, mais bon. Non, c'est la... Mais tu n'as pas dit que Graine va revenir? Oui, attends, il va essayer de voir. Voilà, parce qu'elle n'a pas vraiment fait sa prise de parole. Donc, vas-y, l'exorciste. Comme ça, Kokora, tu Voilà, vois. avant de parler, moi j'aime pas tourner autour du pot. Hein. Moi, je suis un petit Ivoirien, BT Tabana. Quand quelqu'un m'énerve, moi, il lui dit ça en face. Voilà. Je vais dire ici à Soleil, si on se croise en Côte d'Ivoire, même si on est du même parti, il lui fait quelque chose qu'il ne va jamais oublier. Je vais lui faire quelque chose. Non, parce que moi, je me connais. Ouais, mais mon frère, vas-y. Il faut mettre ton visage, il faut mettre ton visage. Quand tu parles, il faut mettre ton visage. Non, visage ici, monsieur. Faut arrêter qui prie, là. Faut arrêter. Non, attends, Il a qu'à mettre son visage pour menacer les gens. Arrête qui prie. Voilà, mute-toi. Exorciste, s'il te plaît. L'exorciste, faut aller dans le sujet, s'il te plaît. Non, je serai dans le sujet, mais pas dans le sujet, comme ça on gagne du temps. Sinon, dans ce cas, il fallait donner la parole à Kokora. S'il te plaît, une minute. Si tu es garçon, si tu penses que tu es bêté Tabana, au nom de Dieu, mets ta vidéo. Je n'ai pas besoin de mettre ma vidéo. Il y a t'envoyer. Non, faut pas m'envoyer. Non, je vais t'envoyer sa vidéo. Je vais t'envoyer une vidéo. Non, mets ta vidéo ici. Mets ta vidéo ici. J'ai dit, je n'ai pas les abonnés. Montre-toi ici tout à l'heure. Écoute-moi. Comme ça, toi, tu peux faire quoi? Montre ta vidéo, montre ton visage. Ta mère comme une fois, bâtard. Quand il me dit, il te fait quelque chose. Toi, tu es un gros plaisantin. Toi, tu es un RDM, mets ta vidéo. Bâtard, fils de pute. Ta mère sans clitoris. Non, les gars. Voilà notre vidéo, mets ta vidéo et puis on va te regarder quand tu vas parler comme ça. L'exorcisme, c'est ça, je te dis, va dans le sujet. Tu voulais parler, c'est pas pour dire ça. Moi, j'ai fini de parler. Comment tu as fini de parler? Ta prise de parole là, c'était ça? Non, je vais dire, j'ai fini de parler à... Bon, vas-y, maintenant, va dans le sujet, comme ça on gagne du temps. Voilà. Ok. Donc, moi, ici, quand j'écoute tout le monde, je prends apte sur certains sujets. J'ai écouté M. Kokora qui a essayé de comment je vais dire, de défendre l'indéfendable, comme ils savent le faire toujours. Et j'apprécie son travail parce que c'est ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Sinon, au fin fond de sa personne et des faits qui sont déroulés en Côte d'Ivoire, M. Kokora ne peut pas parler vérité. Voilà. S'il a quitté les États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire, c'est qu'il gagne doublement ce qu'il gagnait aux États-Unis. C'est comme un débauchage ou un nouveau boulot. Mais à ce que je sache, la rébellion ici en Côte d'Ivoire, a été financée par des gens riches. On peut dire par des gens riches. Si vous voulez qu'on ne dise pas le nom du président Alassane comme étant l'auteur de la rébellion. Mais c'est pas Soro Guillaume, un étudiant qui n'avait aucun boulot, aucun revenu, qui allait financer une rébellion qui avait déjà fait un coup d'État en 99. Pendant ce temps où Soro était encore, je ne sais pas si c'est secrétaire général ou soi-disant de la FESI. Car ce sont ces mêmes personnes-là qui ont continué la rébellion. Les mêmes Ouattao, Zagazaga, Sheriff Ousmane, Mobio, Vagondo, ce sont les mêmes personnes-là qui ont fait la rébellion. Vous êtes dans le cas de Camara H. C'est Camara H, Babo Adja, Camara H, Babo Adja, Takuri Table, Babo Adja, ceci, cela. Mais les frères, à un moment donné, il faudrait qu'on dise un peu, qu'on parle un peu vérité. Qu'on parle réellement. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de dire sur ce gouvernement-là, vous voulez qu'on dise que c'est le président Alassane aussi? Ambak, Zumbak et les sœurs. Cimetière, qui est encore là même, Marcel Gossio, comment il s'appelle même, je vais prendre le nom de Kassaraté, je vais prendre le nom de qui est encore là. Bon, ils sont pleins. Le général et le colonel Lisbeth, c'est lieutenant, ils ont frappé sa femme jusqu'à elle a perdu la vie. Tout ça, si on veut citer, ils vont dire que vous voulez aussi qu'on dise que c'est Alassane qui est à la base. Zasso, qui t'impose Zasso? C'est Alassane qui est à la base. Donc, à un moment donné, il faut savoir raison garder et parler franchement. La justice a déjà fait
beaucoup de choses. La CPI, là, il n'y a pas une justice qui est mieux habilitée que la CPI. Ils ont des grands juristes. Ils ont la technologie. Ils ont tout. Ils ont envoyé tous les sujets là-bas pour les traiter, pour que Gbagbo soit coupable. Mais ce monsieur, qui est notre président, est sorti dignement, sans même envoyer un témoin à décharge. Vous avez envoyé tous les témoins à charge, près de 88 témoins. Mais le monsieur est sorti. Et encore, vous êtes dans toujours ces manigances pour dire que non, le président Gbagbo n'a pas sécurisé le pays, le président Gbagbo était faible là, le président Gbagbo a fait ceci, le président Gbagbo a fait cela. Mais nous, moi j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les gens qui parlent comme ça. Parce que, comme le vieux même dit, premier couillon, c'est lui qui est couillon. Mais ces deuxième couillon là, si tu deviens couillon encore, ils vont dire là, tu es stupide. Mais quand il va reprendre le pouvoir, c'est que vous lui demandez de faire là. Il va faire. Parce que le vieux de la manée, il ne parle plus là. Moi-même qui l'aime depuis que je suis petit, je ne le comprends plus. Parce qu'il ne parle pas. On ne sait même pas où il va. Personne ne connaît sa politique. Mais je suis sûr que de la manière il est là, il dit non au 4e mandat, non au 4e mandat, non au 4e mandat. Là. Il va le faire. Et quand il va prendre le pouvoir, là, il va laisser ça dans la main de la population. Pour que la population juge qui est bon ou qui n'est pas bon pour pouvoir marcher avec lui. J'ai aimé quand l'oncle Zara te parlait, il a dit faut rester tranquille parce que tu es un Ivoirien. J'ai aimé la partie là parce qu'un Ivoirien, il dit toujours à son frère, c'est que tu es dedans là, il faut arrêter. Parce qu'on ne sait pas pour demain. Si aujourd'hui, il y a des gens de l'opposition qui sont encore en vie ici, c'est parce qu'ils n'ont pas tapé leur poitrine comme de la manière dont vous tapez votre poitrine. S'il y a plein qui ont été obligés de trahir pour avoir à manger, comme je vais dire, Blé Goudé et d'autres, eux, ils ont tapé leur poitrine. Ils ont tellement tapé leur poitrine qu'ils savaient qu'ils n'allaient plus rien avoir. Ils ont été obligés de trahir. Donc, pour éviter que tu vives et tu sois peut-être le vomi d'une population, il faut savoir raison garder dans tes propos, hein, pour essayer d'avoir une seconde chance. Mais là n'est pas la fin du sujet, mais je veux dire que il y a plein de choses qui sont passées. Si on veut rentrer dans les détails, moi j'ai vécu le 19 septembre 2002 à Agban. Moi je l'ai vécu. Voilà. À midi, on annonce que Gueye Robert est à Djar. On ne sait pas qui a tué Gueye Robert. Quelques années plus tard, on fait sortir un documentaire pour dire que non, Gueye Robert était déjà par les gens de Gbagbo. Ceux qui ont déjà Marcelin Yassé aussi, ce sont les gens de Gbagbo. Mais on ne comprend pas, on ne sait pas où on va. On ne sait pas, avec vous là, nous on ne sait pas où on va. C'est-à-dire, dès qu'il y a un meurtre, c'est Gbagbo. Or, c'est vous qui êtes venu attaquer Agban à 4 h du matin, après la prière du muezzin de Williamsville. La clôture est tombée. Jusqu'à midi, les jeunes gendarmes et les anciens, ils ont repoussé les rebelles. Dans ça, c'est pas ce qui s'est passé. Ils nous ont dit que Gueye a Dja. Après Boaké, tout est mélangé en Côte d'Ivoire. Mais vous dites que c'est Gbagbo, quelqu'un qui n'était pas présent, qui n'était même pas présent en Côte d'Ivoire, qui était en Italie. Vous dites c'est Gbagbo qui a Dja. Moi, je ne veux pas trop me truc parce que j'ai déjà le cœur qui monte. Quand mon cœur est chaud, je n'arrive plus à bien parler. Voilà. Je ne vais pas prendre assez de temps pour parler, mais quand on parle, il faut parler souvent avec des preuves, avec un peu de retenue. Il faut retenir 7 fois la langue avant de parler. Kone Zakaria a dit en Djoula que s'ils prennent les armes, ce n'est pas à cause de Soros, ce n'est pas à cause de tant, mais c'est à cause d'Alassane. C'est Alassane qui leur a envoyé de l'argent. C'est Alassane qui leur a donné des armes. Il a dit ça à Boaké. En 2006, l'armée française et les chars derrière chez Gbagbo. L'armée française partait faire quoi derrière chez Gbagbo? On se battait contre les rebelles ou bien contre l'armée française.
Vous êtes là que Gbagbo n'a pas sécurisé le pays. Gbagbo n'a c'est devenu comme un truc une prière pour le RHDP. Dès que tu discutes avec un RHDP, Gbagbo n'a pas pu sécuriser le pays. Comme si c'est une récitation. André Madrasa, envoyez de bons arguments, on va faire de bons débats. Parce que nous, on sait très bien que la France, là, c'est la France qui vous met là où vous êtes. Combien de voyages encore pour avoir votre pour pouvoir valider votre 4e mandat? Combien de voyages que le président Alassane Dramane Ouattara a fait? Il est allé réfléchir en France. Combien de voyages? Donc, pardonnez, il faudrait qu'on marche normalement. Hein? Il faudrait qu'on règle ces problèmes parce que ce sont les derniers temps de latence. Hein. Il faudrait qu'on règle ces problèmes parce que ce qui va arriver, va arriver. Ce qui va arriver, va arriver. Et si ça arrive, la mort là, ça tripersonne. Ceux qui doivent rester dedans vont rester. Ceux qui doivent vivre vont vivre. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Je vais aller mettre mon téléphone en charge et puis peut-être remonter après, Bijou. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ta prise de parole. Bon, tu mets ton téléphone en charge, tu me fais signe quand tu reviens. Bon, Ahmed, tu parles ou tu laisses à Kokora? Je vais parler. Tout le monde s'est acharné un peu sur lui, ça Kokora. Voilà, il faut que je réagisse parce que je suis devenu le mur de lamentation. Donc, mais bien, ce que je vais dire d'abord, et c'est un conseil, il faudrait que nos amis Gore vraiment aient un peu de respect pour leurs mères, pour nos mamans. Voilà, vous ne pouvez pas être dans le même parti et puis vous avez des injures aussi graves. Mais c'est la malédiction, hein? On n'insulte pas le sexe d'une femme inutilement et gratuitement. Voilà. Donc c'est un conseil que je leur donne si vous voulez avoir une vie bien remplie à partir du moment où nous sommes tous sortis de cet organe. Et quand on prend la parole, même quand on est fâché, il faut avoir un minimum de respect. Allez, on va parler à vous. Bien qui c'est les morts. C'est un conseil que je donne. Voilà, maintenant, si c'est mort, ta députée là, tu reçois là. Est-ce qu'il peut se calmer? Non, il te demande si madame bien qui c'est morte. Non, maintenant, comme tu as posé la question, ferme ton micro puis je vais répondre. Voilà. Sinon, si on parle ensemble, ça devient comme au marché d'Agamé. Alors, donc si des gens veulent se comporter comme tous ceux qui incitent les sectes des mères, mais ça arrive de voir. Si vous voulez copier ce qui n'est pas bon, mais c'est une bonne chose. Mais c'est un conseil en tant que frère que je donne. Et d'abord, ça ne montre pas le sérieux du panel. Nous sommes à près de 700 personnes, les femmes qui nous écoutent, mais c'est choquant. Voilà, c'est choquant. Je ne sais pas si vous avez des filles ou bien des enfants à un certain âge qui peuvent vous écouter. Donc, faire attention, hein, vous êtes en public. Alors, bon, vous pouvez c'est l'éducation d'ailleurs que Gbagbo vous a donné, donc vous pouvez continuer. Ça se voit ici. Alors, et je vais m'apaisantir sur ce que Zaratou a dit. Bon, c'est quelqu'un que je respecte, hein, mais je comprends sa réaction. Aujourd'hui, ils se sont nourris d'illusions. Ils ont fait croire à leurs militants que Gbagbo allait sur la liste électorale, il allait être candidat. Et ils étaient sur un panel où, après avoir écouté le président de la CEI, ils sont venus sabrer le champagne en disant que le président de la CEI avait donc décidé de mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste. Donc quand on s'est nourri d'autant d'illusions et qu'à la fin, on est désillusionné, mais c'est la réaction qu'il a. Donc je comprends, tu ne peux pas frapper un enfant et puis lui demander de rire et d'applaudir. Non. Donc voilà, je ne prends même pas ça au sérieux. D'ailleurs, tu avais promis que Laurent Gbagbo allait sur la liste de travail au point où tu as parié avec Sissi et tu lui dois, je crois, 1000 € que tu n'as pas payé, tu n'as pas tenu sa promesse. Donc, en tant que responsable, je te sais très responsable, vu ton âge et autres, tu devrais quand même tenir cette promesse-là. Tu avais promis qu'en février, Laurent Gbagbo allait voir son nom sur la liste de travail. Aujourd'hui, on est en septembre. Donc, il faut d'abord tenir cette promesse avant donc de promettre un exil à Kokora. Moi, je vais te dire une chose. Je n'ai pas de passeport diplomatique. Hein. Voilà. Et tu sais, tu fais de la philosophie. L'une n'échappe à son destin. Ce que Dieu a prévu pour toi, là, c'est par là que tu vas terminer. Et on dit souvent, le chemin que tu prends pour éviter ton destin, c'est là-bas que tu le croises. Donc, vraiment, ce que tu dis là, ça ne me dit absolument rien. Si Dieu a prévu que Kokora périsse parce qu'il a fait un choix politique, mais c'est mon destin. Donc tout ce que tu dis ne pourra rien changer. Et je vais te donner un conseil. Un homme, il faut avoir des convictions. Qu'elles soient fausses ou non,
Mais il faut être un homme de conviction. Quand tu fais un choix, va jusqu'au bout. Comme Gbagbo l'a dit, nous irons jusqu'au bout. Je ne peux pas reprocher à Zaratou Zara pourquoi il a choisi de suivre Laurent Gbagbo alors qu'il a échoué. Mais c'est son choix. Nous sommes dans un monde de liberté. Si vous ne l'avez pas compris, vraiment, vous vivez dans votre tête, dans votre esprit, dans un monde de barbares. Parce que dans un monde sérieux, démocratique, chacun fait son choix. Il ne t'appartient pas de juger mon choix. Je ne dirai jamais que ton choix est mauvais. Et que parce que tu as fait un choix, voilà le dessin que tu as. Vous voulez que nous tous nous supportons Gbagbo, c'est ça? Et qu'il y a des gens qui ne soient pas RHDP, c'est ce que vous voulez? Vous voulez construire un monde à pensée unique, c'est ça? Mais ce monde que vous voulez construire n'existera jamais. Surtout pas aujourd'hui au XXIe siècle, où le monde est ouvert, est devenu un village planétaire. Donc souffrez que d'autres comme nous prennent position pour un parti politique et pour un leader. D'ailleurs, si on regarde en Côte d'Ivoire, le leader et le parti qui a plus d'élus, mais c'est le RHDP. Donc si vous êtes cohérent et vous êtes sérieux et que vous pouvez faire une analyse sérieuse, vous allez voir que le monsieur Gbagbo qui a 2 mairies, son parti a 2 mairies, il n'a même pas de passion, il n'a même pas réussi à avoir 1% de l'électorat. Son parrainage, il n'a pas eu. Vous devez comprendre que le peuple n'est plus avec lui. Les Ivoiriens ne sont plus avec lui. Mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes dans une bulle. Vous êtes tous dans une prison de haine. Et donc la haine vous a aveuglé. Au point où vous pensez que ce que vous voyez dans vos rêves là, c'est ça qui est la réalité. Mais sortez de ça. Et vous ne tirez même pas leçon de vos erreurs du passé. Ce que tu entends dire là, les menaces, on va faire ci, on va faire ça. Est-ce que c'est ça que vous n'avez pas dit de 2000 à 2011? En disant oui, le jour pour que Ouattara arrive au pouvoir, il va marcher sur nos corps. Mais le jour où on arrêtait Gbagbo, on le faisait sortir comme un rat du bunker là. Vous étiez tous au Ghana. La plupart de ceux qui gueulaient, les Katina Kone, Blé-Goudé, Damanan Picasso, et tous étaient déjà au Ghana. Les Stibiko, ils avaient déjà fui. Donc vous êtes coutumier de ça. Gbagbo Laurent, son nom n'est pas sur la liste électorale, c'est pas aujourd'hui, ça fait 5 ans. Quel acte fondamental vous avez posé pour aider le monsieur à avoir son nom sur la liste électorale? Vous n'avez pas pu. C'est un échec. Et vous continuez de vous nourrir donc d'espoir. Mais à quel moment vous allez vous réveiller, les gars? Pour comprendre que le chemin sur lequel vous êtes va vous conduire dans un échec. Il y a 5 mois, 6 mois, si toi, Zaratou, on te posait la question, est-ce que le nom de Gbagbo sera sur la liste électorale? Tu as dit, vous allez dire oui. La preuve, tu as parié. Mais je dis quel est le résultat? Quels sont les moyens dont vous êtes doté pour atteindre votre objectif? Dites-nous. En 5 ans, vous avez fait 2 marches, et non une marche. Le 9, pardon. Mais vous ne pouvez pas atteindre un objectif si vous n'avez aucun moyen, vous n'avez aucune stratégie. Votre parti se disloque. Se disloque. Aujourd'hui, regarde ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, c'est qui? C'est les Steve Biko là, avec 2 petits bras cassés, les Katina Kone, il a 6% à Poboué, des gens sans base électorale, sans légitimité électorale ni politique. Le FPI que vous avez créé, aujourd'hui ne peut même pas obtenir 1% à Finguessan. Gbagbo ne peut pas obtenir 5%, 1%. Est-ce que vous êtes assis pour faire une analyse profonde et sérieuse? Non, vous ne pouvez pas. Parce que Dieu vous a enlevé la raison à cause de vos crimes lorsque vous étiez au pouvoir. Quelqu'un a dit tout à l'heure, on ne sait pas qui a tué Gueye. Ah bon? Toi, tu as été au pouvoir, des gens sont morts sur ton pouvoir, mais jusque-là, tu ne sais pas qui les a tués. Mais c'est ce qu'on vous dit. Mais vous ne savez pas ce que c'est que gérer un pays. Non, je vous comprends. Vraiment, je vous comprends. Alors, je ne vais même pas être long parce que, bon, je crois que les arguments sont suffisamment faibles. Dire que oui, c'est la France qui nous a attaqués, ah bon? Donc, la France vous a attaqué alors que vous avez donné 2 milliards avant l'attaque. Après, vous avez cédé tous les contrats CIE, ce dossier à cette même France qui vous a attaqué. Laurent Gbagbo a donné sa campagne. Ça a été géré par Hero Rescue, une société française. Bolloré, qu'on connaît pour ses pratiques en Afrique. Entreprise multinationale de la France. Mais c'est à elle que Gbagbo a donné le terminal à conteneur à un franc symbolique à Bolloré. Mais est-ce que vous êtes sérieux là? Mais ça, c'est une trahison. Vous ne pouvez pas dire que la France nous a attaqués, a soutenu des rebelles
pour mettre le désordre dans le pays, couper le pays en deux, créer tout ce que nous avons vécu. Et puis, dans le même temps, vous leur livrez sur un plateau d'or tous nos acquis, tous nos instruments économiques. Est-ce que vous êtes sérieux, les gars? C'est vrai, c'est sur TikTok que nous parlons. Les Ivoiriens nous écoutent. Mais à un moment donné, vraiment, je vous conseille de vous asseoir et vous-même là, de faire une analyse, j'allais dire, introspective, pour comprendre que vous êtes dans l'incohérence. Et on ne réussit pas dans l'incohérence. Moi, sous Alassane Ouattara, s'il nous dit que tel pays nous attaque, tel pays est derrière les djihadistes pour nous attaquer, et puis le même Alassane Ouattara va donner les intérêts de la Côte d'Ivoire à ce pays, mais je ne veux pas le suivre. Parce que je n'aime pas les gens qui sont incohérents. Un homme doit avoir une démarche lisible. Sinon, à la fin, personne ne peut te suivre. Tu n'as aucun principe de base. Tu n'es pas un homme. Et c'est ce que vous avez été. Aujourd'hui, vos amis qui étaient avec vous, personne ne veut parler avec vous. Personne ne vous écoute pas. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas des hommes sur qui on peut compter. Mais la gestion d'un pays, c'est quelque chose de sérieux. On ne peut pas confier ça à des incompétents, à des incapables. La France, la même France qui vous a attaqué, la France a bombardé les jeunes gens devant l'hôtel Ivoire parce que ces jeunes voulaient protéger Laurent Gbagbo et quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Lui, il a parlé de 2006, mais c'est 2024. Bon, c'est des jeunes. Ils se mélangent les pédales. Alors, en 2004, la France attaque les jeunes. Après avoir bombardé nos avions, nos hélicoptères, coulés au sol. Et les jeunes fâchés, patriotes, descendent dans les rues. Sur les deux ponts, ils sont bombardés. Devant l'hôtel Ivoire, ils sont bombardés. Laurent Gbagbo ne porte pas plainte. Son président de l'Assemblée nationale lui demande, monsieur le président, vous devez porter plainte. Il dit non, c'est pas grave, ce n'est pas des hommes qui sont morts, c'est des poulets. Personne ne les a appelés. La France n'a pas indemnisé ces pauvres, l'État ne les a pas indemnés, aucune enquête, aucune responsabilité. Voilà comment vous avez géré ce pays. Et vous pensez que les Ivoiriens vont reculer après avoir atteint ce niveau de développement et de stabilité? Retourner donc dans cette Côte d'Ivoire, à la limite, qui n'était plus un État, mais un État sauvage. Mais ça, c'est un État sauvage. C'est dans un État sauvage où il y a des crimes qui sont commis. Et puis on dit non, comme c'est des... Et Gbagbo l'a dit, il dit des marginaux meurent, on m'accuse. Il traite certains citoyens de marginaux. Et donc leur vie ne valait rien. Alors donc s'ils sont morts, ils sont fous, c'est des poulets. Voilà comment il a géré ce pays, frère. Donc vraiment, je ne sais pas si le débat, on peut le continuer. Mais moi, je donne des conseils à nos amis et qu'ils comprennent que aujourd'hui, vous n'avez plus la capacité de menacer quelqu'un. Hier, vous aviez tout. Vous aviez l'appareil de l'État, vous aviez les forces de défense et de sécurité, vous aviez les miliciens tels que GPP, APWE, FLGO, la FESI. Vous aviez tout avec le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pu résister à des gens qui étaient dans l'opposition. Aujourd'hui, vous allez résister avec un Gbagbo qui a du mal à marcher? Non. Ne vous mentez pas à vous-même. Ne vous donnez pas de faux espoirs. Il y a une autre stratégie qui est possible. C'est d'avoir un discours, un projet, un programme pour convaincre les jeunes gens. Vous dites Alassane Ouattara a échoué, a donné du boulot aux jeunes. Voilà notre programme, jeunes gens, voilà notre programme. Si vous avez un bon programme, même si vous choisissez un anonyme, il va gagner comme au Sénégal, les Sonko ont gagné. Sonko n'a pas pu être candidat, mais Diomaye Faye, un anonyme, il a porté le projet du PASTEF et il a gagné les élections. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Et parce qu'ils ont convaincu la jeunesse. Ils ne sont pas restés là sur les réseaux sociaux en train de taper leur poitrine, en train de menacer d'autres Sénégalais. Mais ils ont vendu leur projet, leur programme de gouvernement. Mais avec ce que vous faites, où votre projet c'est de menacer d'autres Ivoiriens, mais pendant que vous menacez là, mais les autres aussi se préparent. Hein. Et après, on ne pleure pas. Hein. Et ça, on vous le dit. Et ce qui est bon sur les gars, ce qu'ils vont faire là, ils vous disent ça en même temps. Mais pendant que tu me dis que tu vas me chasser là, mais moi aussi je me prépare pour rester. Et puis la bagarre, vous avez annoncé la bagarre, on attend votre bagarre. Venez, on va faire la bagarre maintenant, vous fuyez. On est prêt pour la bagarre nous également. Et puis celui qui va gagner va gérer la Côte d'Ivoire. Mais après on ne se retrouve pas au Ghana, hein. On ne fuit pas. Il faut rester sur place. Voilà, il ne faut pas fuir. Hein. Voilà, vous êtes derrière vos écrans, vous pouvez taper vos poitrines. Fini. Derrière vos écrans, vous êtes assis en France, au Canada, vous tapez vos poitrines. Bon, vous pouvez faire, vous allez faire quelque chose. C'est ici ça se passe. Si t'es garçon, tu viens en Côte d'Ivoire. Et puis on va parler. Nous on a assis en Côte d'Ivoire. Et puis je vais te dire une chose, Zara, tout Zara. Peut-être que tu ne me connais pas. Moi là. Il faut couper ta parole, on va avancer. Tu as fini de parler, il faut couper, frère. Bisous.
Je dis, et c'est sur ça que je vais terminer. Allez, tout le temps comme ça, tu l'as mis le colonel Mais tu as quel problème? Tu as quel problème? Laisse-le, il va parler, tu as quel problème? Bon, moi, je descends dans ton live, là, je te bloque là, parce que j'aime pas ce désordre-là. Bon, vas-y, si tu veux, descends, mon frère. Voilà. Oh, et dire quoi? Donc, je dis, Zaratou, pour ta gouverne, j'ai été RDS jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, avant d'être au RDP. Moi, là, j'ai animé ou bien j'ai parlé dans les Agora en tant que RDR. Quand la rébellion a éclaté là, comme dans vos accusations farfelues, vous prenez tout le monde possible, j'ai été ciblé, j'ai failli être tué le 2 octobre 2002. J'ai été pris par GPP au plateau, le jour de votre marche à la place de la République. Je n'ai pas fui la Côte d'Ivoire. J'étais à Gagnoa lorsque la crise éclatait. Tu tapes sur Internet. En 2010, c'est moi qui disais avant les élections que Gbagbo a signé son arrêt, son décret de départ. C'est moi qui ai dit ça. En ce moment, il travaille au CHC. Donc, c'est pour te dire, je ne suis pas impérieux. Et comme je l'ai dit, c'est par là que je vais terminer. Si ça va m'arriver, ça va m'arriver. Je ne vais pas fuir. Voilà. Donc, tes menaces, vraiment, ça ne n'est pas des menaces. Mais c'est de la plaisanterie, c'est de la comédie. Tu peux dire ça à d'autres personnes, tu vas les effrayer. Mais moi, Kokora, tu ne peux pas m'effrayer. J'ai traversé toutes les crises de la Côte d'Ivoire en étant RDR, pas dans un autre parti politique. Dieu seul sait combien de fois être RDR était synonyme de la mort. Mais j'ai été toujours RDR. Je n'ai pas eu peur. Donc, ce n'est pas aujourd'hui où on est au pouvoir là, que toi tu as venu, il faut prendre passeport diplomatique, tu as parti. Mon frère, moi, nous, on ne va pas te menacer. Si tu viens en Côte d'Ivoire, tu vas aller à Gagnoa, je vais t'accompagner, on va aller boire nos bandits, on va vivre. Parce que tu es mon frère. Je ne vais jamais te souhaiter le malheur. Jamais de ma vie. Voilà. Tu peux souhaiter le malheur que tu veux à Kokora parce qu'il a fait son choix. Ça, c'est vraiment à toi de voir. Mais moi, je te souhaite le bonheur. Ok, merci Kokora. Voilà, je souhaite merci que tu réussisses. Il ne va jamais vouloir la mort. Donc, vraiment, merci à toi, bisous. Merci. Et puis, voilà. Merci, Kokora. Ahmed, prends la parole, parce que ça fait longtemps que tu es là. Il est parti. Merci. Et il a fui. Mais Kokora, tu es parti. Ah, c'est pas bon ça. Ça fait combien de temps il est là? Ça fait combien de temps il est là? Il vous a tous déconstruit ici. Fermez vos micros. Je vais dire une chose à Bijou. On savait que Kokora allait fuir. La parole, il n'a qu'à fermer son micro là. Soleil, attends 5 secondes, je vais descendre. J'ai la parole là, j'ai la parole. Oui, attends, tu vas parler. Excuse-moi, s'il te plaît. Je suis pas là pour longtemps. Peter, s'il te plaît, Bijou, si c'est pour faire ce genre de débat là, où il va monter, dire des contre-vérités et après prendre la pause des scampettes là, c'est pas la peine. Les gars, mutez-vous les gars, mutez-vous, ça fait un moment que Kokora est là. Voilà, ça fait un moment que Kokora est là, il a passé au moins, je crois, 2 heures avec nous. Donc, il ne vient pas d'arriver. C'est pas comme s'il n'avait pas parlé, les gens ont débattu, il a débattu. Et il est responsable, s'il a envie de partir, il part. Je n'ai pas l'attaché non plus. Voilà, il a débattu tout à l'heure avec la graine et avec etc. etc. On ne va pas commencer à faire comme s'il avait... Voilà, c'est tout. Oh, je comprends, les fatigue beaucoup, c'est pas grave. Bijou, je peux aller? Oh, le précurseur, on t'entend pas, le précurseur, on n'entend pas. Il faut arranger le micro pour parler si tu as quelque chose à dire. Voilà. Vas-y, Ahmed, finis de parler, comme ça, au moins, on donne la parole à deux personnes de l'opposition. Merci. Ok, merci, Bijou. Moi, je pense que Kokora a déjà répondu à toutes leurs questions. Moi, je vais revenir véritablement sur le thème, parce que j'ai entendu au début du panel une dame là qui parlait de Simone et Yves Gbagbo. Elle comprenait pas pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est le RHDP qui soutient Simone et Yves Gbagbo. Le RHDP ne soutient pas Simone et Yves Gbagbo. Et puis elle s'étonne de cela, puis en même temps elle s'étonne pas que après 40 ans de lutte auprès du président Laurent Gbagbo, que ce soit les partisans de Laurent Gbagbo aujourd'hui qui s'attaquent à Simone Gbagbo, mais ça l'étonne pas, hein, que voilà, qu'une dame qui a quand même fait 40 ans de sa vie est en train de faire la politique auprès d'un homme qu'aujourd'hui, ce sont ces partisans de cet homme-là qui sont en train de la vilipender, ça l'étonne pas. Et ça l'étonne qu'aujourd'hui, c'est le RHDP, et d'après elle, qui soutiendrait Simone et Yves Gbagbo. Bon, tout ça pour dire que la politique, elle est dynamique, hein. Voilà, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Donc, aujourd'hui, nous, on ne soutient, c'est pas que le RHDP soutient Simone et Yves Gbagbo, parce que Simone et Yves Gbagbo est de gauche. Nous ne sommes pas de gauche, nous ne soutenons pas sa politique.
mais on peut soutenir au moins, on peut être d'accord avec sa démarche politique. Aujourd'hui, cette démarche-là, nous l'apprécions parce que nous voulons véritablement, parce que par expérience, la Côte d'Ivoire a connu trop de violence et nous pensons qu'à un moment donné, il faudrait qu'on tourne la page de toutes ces violences-là. Il faudrait véritablement que la politique en Côte d'Ivoire soit véritablement les confrontations de programmes, soit véritablement les confrontations d'arguments que la violence. Donc, toute personne qui voudrait tourner cette page de la violence-là, nous sommes prêts à véritablement échanger avec ces personnes-là, parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire, confronter nos programmes pour véritablement, voilà. Donc, ceux qui voudront qui voudront continuer dans la violence, qui n'auront pas tiré les leçons de l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce que quand moi j'écoute le PPACI, c'est des personnes qui sont bloquées en 2010. Vous avez vu toutes les questions qui étaient posées à M. Kokora, c'est les questions qui relèvent de 2000, de 2002, c'est des personnes qui sont bloquées. Ils sont bloqués en 2010. Ils n'ont pas évolué avec le temps, en fait. Ils connaissent pas aujourd'hui quelle est véritablement la réalité même sociale en Côte d'Ivoire ici. Ils sont véritablement bloqués. Alors que quand ils parlent de 2000, là, ils oublient qu'aujourd'hui la population ivoirienne, là, elle est composée à 70% de jeunes de moins de 35 ans. Mais quand vous parlez des choses de 2000, là, ils ne se retrouvent pas dedans. Aujourd'hui, cette jeunesse-là a envie d'entendre, qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre? Elle a envie d'entendre des choses qui concernent sa formation, des choses qui concernent son emploi, des choses qui concernent les financements de projets, les choses qui concernent son quotidien. C'est ce que cette jeunesse-là a envie d'entendre. Mais quand elle écoute le PPACI, elle ne se retrouve pas dedans. Cette jeunesse ne se retrouve pas dedans. C'est pourquoi nous ne sommes pas surpris, parce que j'étais dans le rêve que si la candidature du président Laurent Gbagbo n'était pas validée, qu'il aurait un soulèvement. Mais ça, c'est dans leur rêve. C'est parce que aujourd'hui, ils se posent pas les réelles questions. C'est parce que ils font pas les mises à jour. C'est pourquoi ils pensent qu'on est encore en 2000, où le président Laurent Gbagbo pourrait lancer des mots d'ordre pour que les gens sortent. On n'est plus en 2000. Et puis ce PPACI là, il ne représente absolument rien. Mais vous l'avez constaté en 2023, que ce PPACI là ne représente absolument rien. Ce PPACI, Kokora l'a dit, quand vous regardez autour du président Laurent Gbagbo, il y a qui? Il y a qui? Le PPACI a quel personnel politique? Si toute l'étendue du territoire national, il n'y en a pas. Vous prenez Katina et sa base politique, même c'est à Port-Boué. Il n'est même pas capable d'aller à Katiola pour parler du PPACI. À Port-Boué, qui est sa base politique, il a eu combien de pourcents aux élections municipales? Vous prenez Damana Picasse, moins de 10%. Vous prenez Blaise Las, pareil. Mais il y a qui? Mais un parti politique, c'est le personnel politique. Il y a aujourd'hui là. Et puis quand on parle, on revient sur l'élection de 2023, on dit non, les élections municipales ne sont pas un indicateur. Bon, aujourd'hui, on voit que véritablement c'est un indicateur. Parce que vous avez un parti politique qui n'arrive pas à présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales du pays. En 2023, le PPAC n'a même pas pu présenter des candidats dans 20% des circonscriptions électorales du pays. Mais quand vous n'êtes pas représentatif sur tout le territoire national, mais il va s'en dire qu'aujourd'hui, là, vous serez incapable. Parce que le but même du parrainage, c'est ça. Le but du parrainage, c'est de voir la représentativité sur le territoire national. Mais quand on a été incapable, en 2023, de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions, il va s'en dire qu'on n'est pas représentatif sur tout le territoire national. Mais la preuve, le 12 août, mais on a vu un communiqué du PPACI. Un communiqué du PPACI qui sonnait la lettre pour dire que aujourd'hui le PPACI avait des difficultés à faire le parrainage. À moins de 5 jours de la fin du parrainage, le PPACI fait un communiqué pour dire que actuellement ils sont qu'à 10 régions. Ils sont qu'à 10 régions. Mais depuis là, on a compris que le PPACI avait des difficultés même d'obtenir le parrainage. Mais en 5 jours, comment ils auraient pu faire? C'est pourquoi, dans la précipitation, ils sont allés inventer des numéros de pièces nationales d'identité. Mais on a vu Michel Gbagbo dans une vidéo
alerter pour dire, ah, véritablement, où là où on est en train d'aller, c'est pas bon parce qu'ils n'arrivent pas à faire le parrainage. Ahmed. Oui. Il va te donner 1 minute de plus. Je vais te demander. Non, non, je ne vais pas. Je ne prends pas ta question. Il faut le laisser parler. Je ne prends pas ta question. Je ne prends pas ta question. Donc, on a compris que le PPACI avait des difficultés à faire le parrainage. Ça, c'est pas nous qui le disons. C'est le PPACI lui-même qui l'a dit. À travers un communiqué et à travers le propos de Michel Gbagbo. Donc, on n'est pas étonné qu'à la fin, il y ait ce bricolage-là. Parce que en mi-parcours, on vous a entendu, on a vu vos parcours. Maintenant, vous voulez ramener à Don Melo. Mais Don Melo, vous pensez que c'est à la date de sa déclaration de candidature que Don Melo a commencé à se préparer? Mais vous plaisantez. Mais Don Melo a très longtemps que Don Melo sait que le président Laurent Gbagbo ne sera pas éligible. Parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste depuis 2019. Depuis 2019, il n'est pas sur la liste définitive de 2019. Donc Don Melo sait très bien, il y a très longtemps que Don Melo s'est préparé. Il savait très bien que le président Laurent Gbagbo ne serait pas sur la liste. Donc vous pensez que c'est à quelques semaines là où il a déclaré sa candidature qu'il a commencé à se préparer? Mais vous savez que c'est pas vrai. Parce qu'il y a très longtemps. Et même il a été reçu sur le plateau de NCI par rapport à ça. C'est parce qu'il y avait des soupçons qu'il était en train de se préparer. Qu'il avait été reçu par Ali Diarra qui lui a posé la question. Donc, c'est pas nouveau. Donc, Melo s'est véritablement préparé. Ici, puis, il n'est pas resté sur les réseaux sociaux, il a travaillé sur le terrain. C'est pour vous dire, alors que le PPACI est resté dans le bavardage sur les réseaux sociaux, est resté dans les conférences de presse, ils n'ont pas véritablement travaillé sur le terrain. Vous allez me dire, on prend toutes les régions de Côte d'Ivoire. Il y a quel cadre au PPACI dans les régions de Côte d'Ivoire? Vous voyez qui? Il n'y en a pas. Ils sont tous concentrés ici à Abidjan. Prenez-moi l'Est. Dites-moi quel est le cadre influent du PPACI qui est à l'Est capable de réunir tout le parallèle. Il n'y en a pas. Vous prenez le centre, il n'y en a pas. Au nord, mais on n'en parle pas. C'est quelques personnes qu'ils ont, ou une, deux personnes qu'ils ont dans l'Ouest, c'est tout. Non, ce PPACI, là, il représente absolument rien. Mais les gens sont nostalgiques du Laurent Gbagbo, du FPI, de l'opposition de 2000, de 2010, mais ce n'est plus le même FPI. Parce que quand vous regardez le FPI avec Laurent Gbagbo avant, vous regardez les personnalités qui étaient autour du président Laurent Gbagbo. Et puis vous regardez aujourd'hui, là, est-ce que c'est le même FPI? Est-ce que c'est le même parti politique? Non, non. Il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, et puis vous allez comprendre, pour de bon, que ce PPACI là, il est insignifiant. Il est insignifiant, même pas une région qui a donné sa voix au PPACI. Une seule région de la Côte d'Ivoire. 2 mairies sur 135 mairies. Mais à partir de là, vous devez vous poser les réelles questions. Que vous êtes inexistant. Vous allez bavarder sur les réseaux sociaux, vous allez rêver à un soulèvement, mais ça ne pourra pas avoir lieu. Puisque les Ivoiriens sont passés à autre chose. Les Ivoiriens, aujourd'hui, la jeunesse de Côte d'Ivoire, hein, elle est satisfaite du bilan du président Alassane Ouattara. La jeunesse de Côte d'Ivoire est en phase avec son président. Parce que son président a fait des choses qui étaient qu'un Ivoirien ne pouvait même pas imaginer être possible. On a vu le président Laurent Gbagbo qui disait même que le goudron coûtait cher. Que c'était pas possible de faire le goudron. On l'a vu à Beauville qui disait que le problème d'Agboville était le goudron. Est-ce qu'il a pu donner le goudron à Beauville? Mais aujourd'hui, il est rentré à Beauville. Rentré dans rentré à l'Ouest. Le plan Marshall qui a été fait pour l'Ouest. Mais rentré partout, vous allez voir. Mais les Ivoiriens ne pensaient pas qu'aujourd'hui, tout ça c'était possible. Les Ivoiriens ne pensaient pas qu'on pouvait passer de 200 lycées au collège à 900 lycées au collège. Les Ivoiriens ne pensaient pas qu'en un laps de temps, on pouvait passer de 3 universités à 9 universités. Les Ivoiriens ne pensaient pas qu'en un laps de temps, tous les villages en Côte d'Ivoire pouvaient être électrifiés. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont fiers de ce bilan-là. Les Ivoiriens sont fiers de ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fiers de l'image que dégage la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Contrairement au cas de... Donc aujourd'hui, les gens ont quel intérêt à dire qu'ils vont les se mettre dans la rue? Et puis tirer les leçons. Tirer les leçons du passé. Les boycotts là, vous les avez pas commencé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça a produit comme résultat?
En 95, là, vous avez fait le boycott avec le front républicain. Ça produit quoi comme résultat? Bédier parti, Bédier gagner les élections. En 2020, vous avez fait la même chose. Qu'est-ce que ça produit comme résultat? Si ce n'est que faire perdre la vie à certains Ivoiriens. C'est que ça. Sinon, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui a changé? Donc, vous voulez reproduire les mêmes choses. Mais cette fois-ci, avec le président Alassane Ouattara, ça ne sera plus possible. Aucun Ivoirien, la quiétude d'aucun Ivoirien ne sera perturbée pendant cette élection. Parce qu'on a un régime qui est très soucieux de la tranquillité des Ivoiriens, qui est très soucieux de la sécurité des Ivoiriens. Et puis j'ai entendu Soleil parler de pourquoi le président Alassane Ouattara n'a pas fait les enquêtes concernant la lumière sur la rébellion. Mais au moment où il le promettait en 2010, lors du face-à-face avec le président Laurent Gbagbo, mais au moment où il promettait cela, mais il n'a pas prévu qu'il y aurait une crise post-électorale. Il n'était pas divin à ce moment-là pour savoir qu'il y aurait une crise post-électorale. Mais la crise post-électorale, là, elle a été plus meurtrière que la rébellion. Mais lorsqu'on a en face de... Mais quelle était la priorité? Mais c'était la crise post-électorale qui était plus meurtrière que la rébellion. Donc, à un moment donné, il faudrait que on mette les choses véritablement dans leur contexte. Donc, vous ne l'avez pas reproché au président Alassane Ouattara de n'avoir pas fait la lumière de la rébellion alors que vous étiez au pouvoir et c'est vous-même qui avez négocié avec cette rébellion, c'est vous-même qui avez